Salut les artistes, aujourd'hui aucun test de matériel pour changer, je voulais vous faire depuis un bon moment une vidéo sur les profils images des appareils Sony. Donc si vous avez un A7 III, A7R III, A6500, 400, 300, A7S, bref, vous voyez très bien de quoi je veux parler, vous avez le choix sur ces appareils du profil d'image. Et c'est super important parce que ça va définir déjà le style, le look de votre image. Donc ça, vous pouvez le personnaliser et aussi certains profils comme le S-Log2, le S-Log3, l'hybride Log Gamma permettent d'augmenter et d'optimiser la plage dynamique de manière à faire entrer plus d'informations sur le capteur et notamment en termes de haute et de basse lumière. Moi, ça fait plusieurs mois que je possède et je tourne avec l'A7 III et c'est vrai qu'au niveau des profils d'image, eh bien, on peut être perdu parce qu'il y en a quand même beaucoup, une fois du S-Log, une fois du Cine 4. Bref, on ne sait pas trop lequel utiliser et en fait à quoi ça correspond exactement, qu'est-ce qui se passe sur notre image. C'est vrai qu'on a tendance à regarder ce que les autres font sur internet dans leurs vidéos et ce qu'ils nous conseillent, mais c'est toujours bien de comprendre réellement ce qui se passe dans notre boîtier et de maîtriser nos choix. Donc voilà, cette vidéo c'est un guide sur les profils d'images. On va essayer de tous les voir, de les comparer, de comparer leur dynamique, de voir le workflow de post-production, parce qu'évidemment entre un profil standard et par exemple un S-Log, le workflow ne va pas être le même et surtout en post-production, on va passer plus de temps à étalonner l'un que l'autre. Et puis finalement, on va comparer un peu l'esthétique de chaque profil parce que c'est aussi ça finalement le plus important, c'est le rendu final. Allez, on est parti pour ce guide des profils d'images sur les appareils Sony. Premièrement, on reprend depuis le début, où est-ce qu'on peut trouver ces profils? Alors on peut les activer dans le menu, donc ça va être la première page, 12e onglet, puis profil d'image, et puis on peut également les paramétrer dans le menu rapide, ce que je vous conseille de faire. Alors il y a 10 profils d'image, plus on va dire le look par défaut quand aucun profil est activé. Alors un profil d'image, ça correspond pas à un seul paramètre. Souvent sur internet, c'est vrai, on nous conseille tel ou tel profil, mais mieux vaut ne pas parler en termes de profil parce qu'en fait, ils sont personnalisables. Un profil d'image, c'est une sorte de conteneur, de moule qui contient plusieurs caractéristiques paramètres. D'ailleurs, si on va voir en détail le premier profil d'image, vous voyez bien qu'on va pouvoir régler plusieurs choses. On a le niveau de noir, le gamma noir, le coude, le mode couleur, la saturation, la phase couleur, la profondeur de couleur et le détail. Donc voilà vraiment beaucoup de paramètres à modifier et à personnaliser. Alors tout ça, honnêtement, c'est vrai, quand même, c'est un petit peu complexe. Mais avant de voir ce que nous propose Sony par défaut sur chacun de ces profils, je vais essayer de vous montrer tous ces paramètres un par un qu'on peut modifier. Je vais vous les comparer visuellement, comme ça va être plus facile de comprendre leur fonctionnement, quel effet ils ont, afin de mieux comprendre ensuite les différents profils. Alors pour vous montrer les différents paramètres, je me suis mis sur le profil d'image numéro 1 et on va commencer par voir les niveaux de noir. Alors le nom est assez transparent, c'est un paramètre que vous avez l'habitude de voir sur les logiciels de retouche. Quand j'augmente le niveau de noir, j'adoucis mes tons sombres, on a un peu ce rendu qu'on avait avec l'argentique. D'ailleurs, avec l'histogramme, vous le voyez bien, quand j'augmente les noirs, ça me ramène au centre les tons les plus sombres et inversement, quand je diminue mes noirs, eh bien mes tons sombres redescendent vers la gauche de l'histogramme. Donc je vous compare avec l'A7 III et le profil numéro 1, un plan avec le niveau de noir à 0, puis un autre plan avec un niveau de noir à plus 15 et enfin à moins 15. Donc là, la différence est quand même très visuelle, c'est un paramètre assez important et vous pouvez modifier assez vite le look de votre image, en tout cas modifier le comportement de vos tons sombres assez facilement. Ensuite, on a le choix du gamma, de la courbe gamma. Alors c'est certainement un mot que vous entendez régulièrement, c'est pas forcément très facile à expliquer. Ce qui est important de comprendre, c'est que le gamma, ça a un impact important sur la finalité et le rendu du contraste final de votre image. Sony propose différents gammas. On a le gamma movie, c'est la courbe standard pour la vidéo. Ensuite, on a le gamma style, a priori il le recommande plutôt pour la photo, et on remarque déjà que le contraste va être différent. Après, on a le Cine 1, alors il est censé adoucir le contraste au niveau des tons sombres, et là on le remarque bien en comparaison du movie ou du style. Et puis il est censé aussi graduer un peu plus les hautes lumières. Sur la waveform, si je le compare avec le Gamma Movie, on peut voir légèrement la différence. Alors le Cine 1 en valeur sortie au niveau des hautes lumières, il va écréter à partir de 109%. Vous voyez bien sur la waveform, si j'augmente mon exposition, on perd des infos à partir de 109%. Le Cine 2, lui, il est très similaire au Cine 1. Si je vous compare la waveform avec celui du Cine 1, au niveau des tons sombres, c'est quasiment la même histoire. Par contre, le Cine 2, il écrète son signal à partir de 100%. Donc la différence est légère, mais on aura cette impression d'avoir des hautes lumières un petit peu plus douces.
Le Ciné 3, il augmente le contraste entre les tons sombres et les tons clairs. Les hautes lumières vont bouger assez peu, mais il tire un peu plus les noirs vers le bas. Le Ciné 4, quant à lui, il augmente un peu plus le contraste au niveau des noirs que le Ciné 3, et il récupère aussi un peu plus au niveau des hautes lumières. Et c'est pour ça que c'est celui que vous avez certainement le plus vu sur internet, celui qui a été le plus conseillé par les vidéastes, parce que c'est un des gammas qui permet de préserver à la fois les hautes lumières sans pour autant passer en S-Log, et il est aussi assez contrasté au niveau des tons sombres, donc au final on a une image qui serait presque prête à l'emploi, ou en tout cas qui demanderait très peu d'étalonnage. Après on a le Rec 709, alors celui-là c'est un classique, c'est un peu le standard dans l'audiovisuel. Comparé au Ciné 4, il est un chouïa plus contrasté et on a nos tons sombres qui remontent un peu également. Après, le 709 à 800%, alors celui-là, on l'utilise assez peu en entrée, mais plutôt par-dessus un S-Log par exemple pour vérifier une scène. Alors après, on arrive au S-Log, vous connaissez évidemment, ces profils nécessitent obligatoirement une phase d'étalonnage. L'idée, c'est que ça nous permet de capturer quasiment la totalité des informations d'une scène contrastée sur le capteur. On a le S-Log 2, on a aussi le S-Log 3 qui est un profil encore plus flat que le S-Log 2, on le voit bien sur la waveform en comparaison. Alors le S-Log 3 est assez particulier et difficile à exposer, il a tendance à être assez bruyant dans les tons sombres, donc idéalement il faut essayer de ramener de base un maximum d'informations dans ces tons noirs et vraiment d'exposer en bordure des hautes lumières, mais faire attention parce que en S-Log 3 le signal lui écrète à partir de 94% contrairement au S-Log 2. Et puis enfin on a le HLG sous différentes formes, donc ça c'est l'hybride log gamma qui est fait pour l'enregistrement HDR, et ce gamma il est un peu moins contrasté que les ciné, donc on va retrouver un peu plus d'informations dans nos différents tons. Alors il y a 3 déclinaisons de cet hybride log gamma, on a le HLG 1, alors quasiment rien ne change, celui-là réduit un peu plus le bruit par rapport au HLG 2, d'ailleurs c'est assez visible quand on zoome sur une partie sombre de l'image. Par contre la dynamique est un peu plus restreinte parce que le signal écrète à partir de 87%. Le HLG 2 lui il est assez similaire également, un peu moins de réduction de bruit, on l'a vu, par contre le signal va écréter à partir de 95%. Et puis enfin le HLG 3 c'est celui qui a la plus grande plage dynamique, mais c'est aussi le plus bruyant des trois. Par contre, le signal, lui, va écréter à 100% cette fois-ci. Donc si je devais classer un peu ces différentes courbes gamma, je mettrais, on va dire, le style Sony par défaut, donc quand aucun profil d'image est activé, avec le Gamma Movie et le Gamma Still, qui sont des profils un peu moins contrastés et qui ont une dynamique un peu plus petite, mais l'avantage c'est qu'on peut avoir une image tout de suite prête à la diffusion. Voilà, on aura le niveau de saturation et de contraste qu'on a l'habitude de regarder sur internet, à la télé. Et donc ça nous permet d'éviter une phase d'étalonnage. Ensuite on aurait les gamma ciné qui commencent déjà à augmenter un petit peu plus la dynamique de votre image, et là encore on n'est pas forcément obligé d'avoir une phase d'étalonnage, ou s'il y en a une elle sera assez réduite. Ensuite je mettrai les hybrides log gamma qui vont avoir la meilleure dynamique possible avant les S-Log, donc entre eux ils se différencient principalement par des petits écarts de plage dynamique et on va dire de qualité de réduction de bruit. Et puis enfin le S-Log 2 et le S-Log 3, ce sont les deux gammas qui vont offrir la plus grande plage dynamique, mais ils vont nécessiter obligatoirement une phase d'étalonnage, et puis au tournage, il faut également être assez précis sur l'exposition. Donc voilà, rien que tout ça, ce sont les gammas. Ensuite, on continue avec les différents paramètres qui sont personnalisables au sein de chaque profil. Alors on a le gamma noir qu'on peut corriger au niveau des tons sombres. Ça ressemble un peu au réglage du niveau noir, mais l'espace est plus réduit. D'ailleurs, on a le choix de la gamme entre étroit, moyen ou large. Et puis ensuite, on peut augmenter ou diminuer le gamma noir sur 7 paliers. Ensuite, on a le coude et la pente. Alors ça correspond à des zones de la courbe gamma. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça permet de sculpter, de moduler la courbe gamma toujours manuellement, et particulièrement de compresser la zone des hautes lumières et des blancs. Donc d'abord, je vous conseille de vous mettre en mode manuel. Ensuite, on va pouvoir modifier le point. Alors le point de coude, c'est l'endroit à partir duquel commence la compression. Vous pouvez le voir sur la waveform, plus je diminue mon point et plus l'écrêtage de mes hautes lumières diminue. Donc on le voit bien, entre 75% et 105%, on a l'impression que ça va limiter la surexposition. Donc l'intérêt de la compression de blanc, c'est que ça nous permet de retrouver un petit peu de détail dans ces hautes lumières. Par contre, attention à ne pas trop les compresser parce que inversement, au bout d'un moment, vous allez
reperdre du détail. Et puis une fois que vous avez déterminé le point, on peut paramétrer la pente. Donc ça va être l'allure de la courbe finalement. Et là, plus on descend la pente et plus la compression est grande, mais là encore, à faire attention de ne pas aller trop loin et de ne pas accentuer une perte de détail. Donc voilà le coude. Inversement au Black Gamma, ça permet de contrôler un peu nos hautes lumières et des possibles surexpositions. Ensuite, on a le mode de couleur. C'est un peu le deuxième réglage très important au niveau des profils d'image. C'est le mode de couleur standard. On va l'utiliser plutôt quand on est avec le Gamma Movie. On a des couleurs plutôt saturées. Quand on passe au mode de couleur style, cette fois-ci on a un peu moins de saturation au niveau des couleurs et on peut le voir notamment avec la parade RVB ou encore avec le Vector Scope. Ensuite on a encore moins de saturation quand on passe au cinéma. Alors Sony recommande de l'utiliser plutôt avec le Gamma Ciné 1 et le Gamma Ciné 2. Il a tendance à remonter un peu plus les bleus également. Ensuite on a le Pro que Sony recommande pour une utilisation broadcast avec notamment la courbe de gamma Rec 709. Il est assez similaire au cinéma avec un petit peu moins de saturation au niveau des rouges et des bleus. Après la matrice 709 avec des tons très saturés et aussi plus rouges, on va la combiner plutôt avec le Gamma 709. On a un mode de couleur en noir et blanc. Ensuite on a le S-Gamut. Donc ça c'est un espace couleur qui est propre à Sony, qui contient une palette de couleurs un peu plus importante. Par contre ça pourrait nécessiter un petit coup d'étalonnage pour retrouver les niveaux de saturation peut-être réels de votre scène. Mais voilà, cet espace va gérer un peu mieux les scènes très saturées en couleurs que les modes couleurs précédents. Ensuite on a le S-Gamut 3 Ciné. Alors ce mode est un peu plus restreint que le S-Gamut, donc aussi un peu plus facile à travailler en post-prod et on nous conseille d'utiliser cet espace avec le S-Log 3. Et puis on a le S-Gamut 3, assez similaire au précédent avec un espace un peu plus large que le Gamut 3 Ciné. Ensuite pour finir avec les modes de couleur, on a le BT 2020 et le 709 qui sont des modes de couleur pour le HDR, donc tout ce qui est hybride log gamma. De manière générale, le 2020 est un peu moins saturé que le 709. Voilà pour les modes de couleur, vous le voyez bien, c'est très important à paramétrer autant que les gammas. Ensuite on continue, on a le niveau de saturation qui est paramétrable sur 32 paliers. On a aussi la phase couleur. Alors avec le Vector Scope, vous allez vite comprendre le principe. Quand on augmente la phase, on va faire tendre les couleurs plutôt vers du magenta et quand on la diminue, on va plutôt faire tendre les couleurs vers du jaune et du vert. On a aussi la profondeur de couleur, donc là on va pouvoir ajuster la luminance par couleur sur 7 paliers. Donc on a le choix entre rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune, donc ça peut être très pratique quand on a une teinte, une couleur un peu trop dominante dans la scène. Ensuite on peut régler le détail de l'image, il est paramétrable sur 7 paliers, on peut l'accentuer ou alors le diminuer. Donc si vous trouvez que votre Full HD par exemple est un peu trop lisse, vous pouvez utiliser ce paramètre, mais encore une fois, à faire attention de ne pas trop dénaturer l'image, de ne pas pousser trop loin ce paramètre. Après dans régler vous avez encore plus de fonctions, mais là on va pas trop s'en occuper. Donc voilà, là on vient de voir tous les paramètres qui sont personnalisables avec chaque profil. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les différentes catégories et paramètres qui composent un profil d'image, on va pouvoir faire le tour des profils par défaut que nous propose Sony sur ses boîtiers. Donc on l'a dit, au total on a 10 profils d'image. Donc le premier c'est le PP1, profil assez contrasté et saturé. Et quand on va voir les détails, c'est normal parce qu'on est sur du movie à la fois en gamma et en mode de couleur. Le PP2, lui, avec gamma et l'espace de couleur sur style, il est un peu plus contrasté, surtout au niveau des noirs, mais un peu moins saturé de manière générale. Ça se remarque beaucoup au niveau des teintes de peau. Le PP3 jusqu'à présent, c'est le moins contrasté. On a une saturation plus douce et surtout des noirs moins profonds. On a une dynamique un peu meilleure, mais on est encore un peu juste au niveau des hautes lumières. Et au niveau du gamma, il nous propose du 709 avec le mode de couleur Pro. Le PP4, lui, il est similaire au PP3 en termes de dynamique. Par contre, il est un peu plus saturé et surtout au niveau des rouges et des magentas. Et ça se remarque beaucoup au niveau du visage. La teinte est un peu dénaturée, je trouve. En gamma et en couleur, on est sur du 709. À partir du PP5, on arrive sur des profils d'image un peu plus doux qui vont augmenter un peu plus la dynamique et c'est aussi le moins saturé pour l'instant. Le profil numéro 5 en gamma, on est avec le Ciné 1 et l'espace de couleur cinéma. Par contre là avec celui-là ça mériterait peut-être un petit peu de retouche en post-production. Le PP6 il est très similaire au PP5 avec le Ciné 2 et le mode de couleur cinéma, sauf qu'il récupère un peu plus d'informations dans les hautes lumières. Le PP7 c'est le S-Log 2 avec le S-Gamut que nous conseille Sony. Le PP8 c'est le S-Log 3 avec le S-Gamut 3 Ciné. Le PP9 c'est toujours le S-Log 3 avec le S-Gamut 3, donc un espace encore un peu plus large. Et puis enfin le profil numéro 10, le HLG2 avec le BT 2020 en mode de couleur. Il est plutôt bon au niveau de la dynamique et on retrouve notamment beaucoup plus de haute lumière.
Donc par contre, vous voyez sur chaque profil, on a juste le gamma et le mode de couleur qui est changé. Les autres paramètres sont par défaut. Ensuite, c'est à vous d'éventuellement les personnaliser. Alors je vous recommande plutôt de les tester un par un. Voilà, sur le boîtier, c'est assez vite fait. Et a priori, déjà avec ce qu'on vient de voir, vous pouvez vous faire une idée de ce qui plaît à votre œil. Après, c'est toujours mieux si vous pouvez visualiser ces différents profils sur un écran plus grand. Ça sera toujours plus facile et plus fidèle au résultat final. Moi personnellement, les profils que je vous conseillerais si vous ne souhaitez pas personnaliser vous-même votre profil, le PP3 est pas mal, il est assez doux avec un peu plus d'informations au niveau des noirs. Pareil pour le PP5, par contre il est encore moins saturé que le profil numéro 3. Et puis sinon, vous avez le profil numéro 10, le hybride log gamma, c'est celui qui aura la meilleure dynamique avant le S-Log. Donc pour des scènes assez contrastées, ça peut être intéressant. En tout cas, ça va être plus facile à l'étalonnage de travailler sur ces profils qu'avec le style par défaut du boîtier. Donc voilà, PP3, PP5 ou PP10. Après le S-Log, quand vous avez le temps, c'est avec ces profils que vous allez rentrer le plus d'informations, mais il faut prendre le temps du coup de les travailler en post-production. Après, je vous invite à essayer de personnaliser vos profils d'images. C'est comme ça que vous trouverez l'esthétique d'image qui va vous plaire le plus. Ok, maintenant je vous partage quelques plans prises avec des profils d'images différents que j'ai personnalisés. Et puis à chaque fois, je vous mets tout le détail du profil utilisé. Maintenant, je vous montre des plans sortis de la caméra avec le profil d'image sans étalonnage et puis avec étalonnage.
Voilà, on a fait le tour les artistes, j'espère que ça vous aura été utile. L'idée c'est vraiment de prendre le temps de visiter un par un chaque profil et surtout de voir et comprendre le fonctionnement dans le détail de chaque caractéristique qui compose un profil. En soi, c'est une étape créative de plus, ça va être un intermédiaire entre la scène que vous aurez capturée physiquement sur votre capteur et la possible étape d'étalonnage. Donc grosso modo, pour résumer, pour moi il y a 3 façons de travailler et d'utiliser un profil d'image. La première, c'est de considérer le profil d'image un peu comme une retouche définitive. Vous ne maîtrisez peut-être pas l'étalonnage ou en tout cas vous n'avez pas le temps, vous devez livrer rapidement votre montage. Donc là on va travailler le profil de façon à ce que l'image soit prête directement. La deuxième option, c'est de considérer l'étape de l'étalonnage, mais vous ne la voulez pas trop conséquente et imposante. Et dans ce cas-là, on va choisir un profil qui a une dynamique un peu plus large et qui nécessitera une retouche pas trop compliquée. Et puis enfin, la troisième possibilité, c'est le log. Cette fois-ci, on part dans l'optique d'avoir une phase d'étalonnage un peu plus importante et obligatoire. Donc on a du temps de post-production et généralement, on va utiliser ces profils sur des projets professionnels ou en tout cas un peu plus ambitieux. Voilà pour moi ces 3 façons d'envisager les profils d'image. Alors rien non plus ne vous oblige à les utiliser si vous êtes déjà grandement satisfait avec l'image que vous utilisez, que vous obtenez actuellement, et peut-être que vous n'utilisez pas de profil d'image, eh bien conservez-la, il n'y a aucun souci. Il y a toujours des éléments plus importants que les profils d'image comme la lumière, la composition de l'image, le choix de l'angle de champ. Mais après, personnellement, je trouve que l'image des boîtiers par défaut, toutes marques confondues, ont tendance à être un peu trop saturée et un peu trop contrastée. C'est normal, c'est une image marketing, on veut que ça vende quand même, mais du coup je trouve que le rendu n'est pas toujours flatteur au niveau des teintes de peau, et puis les scènes contrastées sont pas toujours très faciles à filmer, en tout cas pour réussir à conserver suffisamment d'informations dans les tons sombres et les tons clairs. Donc rien que pour ça, à mon avis, ça peut être intéressant de faire un petit tour au niveau des profils d'image et de voir comment il fonctionne et peut-être essayer d'en trouver un qui vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je profite aussi pour réactualiser un peu ma boutique selfie et je vous propose un petit pack de lutte justement qui s'utilise avec les différents profils d'image de chez Sony. Voilà, je vous conseille plutôt de l'utiliser si vous avez un appareil Sony parce que les images par défaut et les profils d'image sont un peu différents d'une marque à une autre. C'est des luttes que j'ai créées à partir des profils d'image que je vous ai montré en vidéo. À chaque fois sur les plans de démonstration, je vous mets justement tout le détail du profil d'image et voilà, l'application de la lutte permet d'avoir un petit résultat assez sympa rapidement. Voilà les artistes, je vous invite à faire un petit tour dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez des profils d'image. Est-ce que c'est un truc qui vous effrayait jusqu'à maintenant ou alors vous les utilisiez un petit peu à l'aveuglette comme ça sans trop savoir comment ça fonctionne et quel est leur effet sur l'image, ou alors vous les avez déjà beaucoup testés et vous avez une idée très claire en tête du profil qui vous intéresse pour telle ou telle configuration ou scène donnée. Pour soutenir la vidéo, vous connaissez la routine de soutien, je vous invite également à aller faire un petit tour sur l'Instagram si vous ne me suivez pas encore. C'est plus facile pour moi de discuter avec vous sur Instagram, j'essaye de vous faire des sondages et je vous préviens également du matériel que je vais tester dans les futures vidéos. Bon, ici derrière la caméra, ciao les artistes.